Ici encore Roger Priouret. Fidèle à notre méthode, nous allons nous attacher à un problème concret. Cette fois, il est de dimension. Il intéresse tous les salariés, les chefs d'entreprise, les jeunes et dans une certaine mesure les agriculteurs eux-mêmes. C'est le problème de l'industrie française. Je dirais qu'en gros, cette industrie se présente aujourd'hui avec une tête énorme, tant nous avons fait des efforts sur les industries dites de pointe, ou si vous voulez de prestige, et avec un corps étriqué, car ce qui est le corps de bataille de l'industrie, c'est la chimie, c'est la construction électrique, c'est la mécanique en général, et ce corps de bataille représente en France à peu près la tiers de ce qu'il est en Allemagne. Alors, première réflexion sur cette politique industrielle, Gaston Defferre. Bien, mon cher Roger Priouret, je voudrais d'abord rappeler ce qui me paraît être une évidence, mais qu'il faut peut-être rappeler. Nous sommes des démocrates et des socialistes. Nous avons donc la préoccupation de l'efficacité, bien sûr, car sans une industrie prospère, nous savons très bien qu'il ne peut pas y avoir, en économie de marché, de véritables progrès sociaux. Nous avons le souci de l'activité industrielle parce qu'elle assure le plein emploi. Mais nous avons aussi le souci de la démocratie économique et de la démocratie politique, et si vous le permettez, je le rappellerai tout à l'heure, à la fin de cette apparition à la télévision. Je voudrais en venir à la question que vous avez posée à propos de l'organisation et du fonctionnement de l'industrie en France. Depuis 11 ans, alors que le pouvoir a disposé de possibilités considérables, il n'a pas fait de grandes réformes de structure, mais il a pratiquement tout réglementé. Et cette réglementation est tellement tatillonne, tellement minutieuse, qu'elle gêne, qu'elle paralyse certaines activités industrielles. Je pourrais citer des exemples d'industries qui ont été amenées à quitter la France à cause de cette réglementation tatillonne. Je ne veux pas entrer dans le détail des raisons qui ont provoqué ce genre d'incident, mais nous sommes obligés de constater que cela amène à une diminution du nombre d'emplois. Mais je pense bien comprendre votre pensée, d'une part un dirigisme touche à tout, et d'autre part pas de stratégie, pas de grande politique industrielle. Et précisez encore, Pierre Mendès France. Eh bien, je crois qu'on peut très bien caractériser cette absence de vue globale en disant que les interventions de l'État, et elles ont été nombreuses, les interventions de l'État, au fond, elles ont relevé paradoxalement de deux catégories d'activités en quelque sorte extrêmes. D'un côté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour des raisons de prestige et aussi parce qu'on voulait quelquefois un peu singer les États-Unis, on a fait un effort pour les industries de pointe, les plus difficiles, les plus modernes, les plus coûteuses, l'atomique, le spatial, l'aviation, etc. Il s'agissait souvent d'activités d'investissement, d'équipements qui étaient au-dessus de nos moyens, si on ne considère que l'hexagone français, et qui, dans l'hexagone, n'avaient pas un débouché suffisant. Par conséquent, c'était des activités finalement très lourdes. Et puis alors, de l'autre côté, à l'autre extrême, on a vu se multiplier les interventions de l'État dans des cas, si j'ose dire, d'urgence, de dépannage, parce que le feu brûlait quelque part, alors le gouvernement se précipitait, généralement trop tard, pour improviser quelque chose, pour éviter des faillites, pour éviter des catastrophes, pour éviter du chômage. Là, on a donné des secours, des aides, juste assez pour permettre à ces activités de vivoter, de continuer, sans qu'elles soient fondamentalement modifiées, modernisées et capables de faire face à l'économie moderne. Alors, dans les deux cas, ou bien les industries de pointe, c'était très coûteux et ça n'était pas rentable parce que c'était au-dessus de notre taille, ou bien les industries périmées ou les activités périmées, ça n'était pas rentable non plus puisqu'on leur permettait, par des interventions cependant payées chèrement par les contribuables, on leur permettait tout au juste de vivoter. De sorte que nous n'étions pas ou nous étions de moins en moins compétitifs et notre exportation s'en est évidemment beaucoup ressentie. Par exemple, dans le domaine des machines-outils, oui.
Eh bien, il est aberrant de penser qu'un petit pays comme la Suisse est en avance sur la France. Exporte plus que nous. Exporte plus que nous. Qu'un pays comme l'Italie, qui est parti de beaucoup plus bas que nous il y a quelques années, exporte plus que nous. Oui. Je ne parle pas de l'Allemagne qui a pris un essor économique qui a dépassé le nôtre, mais c'est en grande partie de notre faute. Écoutez, je ne vous dirai que 3 chiffres. Lorsque la France vend à l'étranger pour 100 francs de matériel mécanique, électrique, électronique, la Grande-Bretagne vend pour 210 francs et l'Allemagne vend pour 370 francs. C'est écrasant. Nous citons ces chiffres et nous les citons parce que, voyez-vous, j'ai par moment l'impression que la France, qui a connu pendant 11 ans un président de la République qui pêchait par excès d'altitude, je crains qu'il connaisse pendant 7 ans un président qui pêche par excès de platitude. Et c'est pourquoi je pense, mon cher Privé, que vous faites allusion à mes concurrents et que, en étant ici présent, vous allez nous éviter cet inconvénient. Et derrière tout ça, il y a le problème de la recherche, Pierre Mendès France. Car c'est là qu'il y a une politique. Alors nous avons souvent dit que les crédits accordés à la recherche en France étaient insuffisants, mais ce qui est le plus frappant, c'est que la moitié des crédits qui vont à la recherche sont absorbés par des besoins militaires, c'est-à-dire de nouveau improductifs. Songez que le pays qui est le record du monde en matière de croissance industrielle, c'est-à-dire le Japon, fait un effort de recherche dans lequel il n'y a pas un centime pour la recherche militaire. Tout est destiné à des activités scientifiques, industrielles, productives. Voilà le contraste. Et à cet égard, Gaston Defferre, nous sommes en possession d'un document qui est tout de même précieux, qui est un rapport qui n'est pas encore public, mais qui le deviendra, en tout cas que vous rendriez public, sur cette industrie de pointe. Oui, ce rapport dont la presse a parlé d'ailleurs déjà, oui. Et donc dont je peux parler ici aujourd'hui. Oui. Ce rapport traite des 4 grandes industries de pointe et je voudrais citer 3 d'entre elles. Ce qui concerne l'informatique, ce qui concerne l'industrie nucléaire et ce qui concerne l'industrie spatiale. En ce qui concerne l'informatique, c'est simple. Après les tentatives avortées mais qui ont consisté à essayer de mettre la main sur Boulle, le plan calcul a été lancé et est actuellement en panne. En ce qui concerne l'industrie nucléaire, alors là, vraiment, parce que nous avons voulu, à tout prix, utiliser la filière graphite-gaz qui donnait de meilleurs résultats au point de vue militaire, nous nous sommes interdits, vraiment interdits, de construire une industrie nucléaire civile qui est pourtant indispensable dans un pays moderne. À telle enseigne que on voit l'Allemagne exporter des usines nucléaires. Elle a un cargo, des centrales nucléaires. Elle a un cargo qui est un cargo qui fonctionne avec un moteur atomique. Nous n'en avons pas. Nous avons nos fameux sous-marins qui ne naviguent pas encore. Nous aurons peut-être nos fameux sous-marins. Nous, oui, c'est vrai. Nous avons construit une usine, une centrale nucléaire pour l'Espagne. Seulement, ce qu'on oublie de dire, c'est que nous avons prêté à l'Espagne, pratiquement sans intérêt, l'argent pour nous l'acheter, c'est-à-dire que c'est nous qui l'avons payé, et que nous allons acheter à l'Espagne le courant qui sera produit par cette centrale parce qu'il coûte trop cher. Alors, véritablement, c'est désespérant. Je souriais tout à l'heure en disant cela, mais c'est très grave, car ça conditionne une grande partie du développement industriel de notre pays. Et enfin, dans le domaine spatial, la France a voulu tenter de singer les États-Unis ou l'Union soviétique. Le résultat était l'abandon des projets qui avaient été lancés. Et là aussi, nous sommes au point mort. Alors je voudrais ajouter une considération. Quand ce rapport a été établi, il a été connu des membres du gouvernement. Eh bien, au lieu de le discuter, au lieu de le rendre public, ce qui aurait été normal pour informer l'opinion, nous nous sommes lancés, ou plutôt on nous a lancés dans un référendum. Et depuis, tout est arrêté. L'examen de ce rapport n'est pas poursuivi et les décisions ne sont pas prises. Et les jours passent. Et chaque jour qui passe, c'est du temps perdu et de l'argent perdu. Et il y a, je pense, dans ce rapport, si j'ai bonne mémoire, déjà une indication précieuse, c'est qu'il nous faut nous cantonner dans le satellite de télécommunication et... Oui, c'est extrêmement important, car cela conditionne notre indépendance nationale, plus encore que beaucoup d'autres choses. Car si demain,
la France est entourée de satellites de télécommunications d'origine étrangère, il est absolument évident que nous recevons des informations qui nous sont envoyées de l'étranger. On peut pousser les choses au pire et voir à quelle confusion absolument horrible ça pourrait donner lieu dans le cas de tensions internationales. Vous voyez les incidents qui pourraient se produire et les conséquences que ces incidents pourraient avoir. Cela risque d'être dramatique. Alors, nous sommes déjà, après le diagnostic, à esquisser les grandes lignes de la politique et déjà sur ce plan précis, il faut faire les choses en commun. Oui, eh bien, voyez-vous, tout à l'heure, vous le disiez très bien, Pierre Mendès France et vous, il y a des domaines dans lesquels la France, à elle seule, n'a pas la possibilité de faire les choses. Ce n'est que dans le cadre de l'Europe que cela peut être fait. Et si nous avons la volonté, vraiment, de lutter contre l'invasion économique des États-Unis, et le livre de Jean-Jacques Servan-Schreiber, à cet égard, Le défi américain, a connu un très grand succès, non seulement parce que c'est un bon livre, mais parce qu'au moment où il a été publié, il a répondu à un besoin qui existait dans les esprits. Eh bien, il est indispensable que nous comprenions que nous ne pouvons pas faire seuls ce genre de choses, que par contre, nous pouvons, en les faisant dans le cadre de l'Europe, assurer l'indépendance de l'Europe et par conséquent l'indépendance de la France. Et puis il y a les industries sur le déclin alors. Comment définir votre politique là-dessus, Pierre Mendès? Alors ça c'est en effet l'autre volet. Lorsque une industrie ou une région est menacée de dépérissement, d'appauvrissement, c'est très généralement, sauf des cas tout à fait exceptionnels, prévisible. Par conséquent, on doit s'y prendre à l'avance, chercher des activités de remplacement, chercher comment on va rendre des possibilités de prospérité, d'activité à des entreprises, à des travailleurs, à des régions qui risquent d'en être privées. Prenons un exemple qui a beaucoup frappé l'opinion publique, ce qui s'est passé à Decazeville, où un certain nombre de mineurs ont été pratiquement expulsés de leur travail et de leur gagne-pain sans aucune possibilité de recasement. Eh bien, la liquidation des mines de Decazeville avait été décidée 12 ans à l'avance. Tout le monde savait qu'il y avait l'échéance. Et rien n'a été préparé. Et si on avait fait l'effort nécessaire d'installation d'entreprises, de raccordement aux grandes voies de communication, de télécommunications, etc., dans un délai de 12 ans, on avait tout le temps de trouver du travail et un gagne-pain pour ces gens et pour cette région. Malheureusement, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'on est intervenu, c'était quand le feu était à la maison, c'est-à-dire trop tard. Et ce qu'il faut bien montrer, Pierre Mendès France, c'est que la plupart du temps, on a intérêt à déplacer des usines plutôt que de déplacer des hommes. Mais je vais vous raconter une chose qui m'a beaucoup frappé. C'est un cas que j'ai connu tout récemment. Un industriel de la région parisienne voulait augmenter le volume de son entreprise. L'administration lui a dit « Allez en Bretagne, vous aurez des détaxations, des subsides, etc. » Il est allé en Bretagne, il a fait son enquête, il a constaté que même avec les avantages financiers qu'on lui donnait, ça coûtait pour lui beaucoup trop cher et que finalement, l'opération était perdante. Alors il est revenu auprès de l'administration, il a dit « Je comprends que vous voulez donner du travail à des Bretons qui actuellement en manquent. Permettez-moi de m'installer à Paris, je m'engage à donner du travail à 400 ou 500 ouvriers bretons que l'on fera venir de là-bas. » Eh bien, au premier abord, ça répondait aux besoins, ça fournissait du travail à ces ouvriers. Mais quand on voit les choses de plus près, il faut se rendre compte qu'il en résulte un prix de revient considérable, pas tellement pour l'industriel, qui bien sûr n'a pas à faire entrer ce que je vais vous dire en ligne de compte, mais pour la collectivité. Pour ceux qui paient les équipements collectifs. 400 ou 500 ouvriers avec leur famille, ça représente du logement, des écoles, des métros qui peuvent prendre plus de gens, des autobus, des hôpitaux pour leurs vieux, etc. Et on a calculé que l'immigration dans la région parisienne d'un travailleur qui vient d'une province lointaine avec sa famille représente de l'ordre de 7 millions de dépenses d'investissement à la charge de la collectivité. Et c'est pourquoi vous avez raison de dire que si on regarde l'ensemble de la situation, eh bien en effet, le plus souvent, c'est moins coûteux pour la collectivité d'exporter une usine de la région parisienne dans une autre région où il y a de la main-d'œuvre plutôt que de laisser la main-d'œuvre affluer vers Paris comme on l'a vu depuis de nombreuses années. Et c'est aussi sur le plan humain beaucoup moins désagréable. Mais ça nous amène à parler de la planification qui est d'abord la cohérence entre les initiatives publiques et privées. Eh bien, ce que je viens de vous dire, cet exemple de cette industrie privée et des conséquences
au point de vue des équipements collectifs, montre la nécessité d'avoir une coordination entre les investissements, entre les actions de l'État et de la Alors, si vous permettez collectivité. ici, mon cher oui. Pierre Mendès-France, je voudrais vous interrompre une seconde. Vous avez la réputation, je crois injustifiée, d'être non seulement un planificateur, mais un dirigiste. Et comme nous nous exprimons aujourd'hui devant tous les téléspectateurs et qu'il faut qu'ils sachent à quoi s'en tenir, je vous demande de bien vouloir dire exactement quelle est votre position sur ce sujet. Écoutez, quand nous parlons de plan, il ne s'agit pas dans notre esprit d'établir un corset rigide, d'encaserner toutes les activités françaises d'une manière autoritaire et encore bien moins centralisée, puisqu'au contraire, nous l'avons dit hier dans une autre émission, nous sommes pour la régionalisation, pour la décentralisation. Donc, il ne s'agit pas du tout de faire le plan tel qu'il est décrit par un certain nombre d'hommes. Mais il s'agit de donner à l'ensemble de la collectivité une vue globale de ce que l'on veut faire et de ce à quoi tous les efforts, aussi bien du secteur public que du secteur privé, doivent contribuer. Dans le passé, ça n'a pas été ainsi. Le travail a été dispersé, vous avez dit vous-même tout à l'heure, touche à tout. Il n'y avait pas d'unité, il n'y avait pas de cohérence. Chacun tirait dans son sens, il en résultait un grand désordre et finalement un prix de revient global beaucoup trop élevé. Je crois qu'il faut déterminer un certain nombre d'objectifs qu'on estime indispensables, qu'on estime vitaux. Et que là, tous les efforts doivent porter, tous les efforts doivent concorder. Regardez ce qui s'est passé en Italie. En Italie, il y a eu un objectif qui a été de réanimer l'Italie du Sud. Eh bien, l'État a pris ses responsabilités. On a créé des industries pilotes, on a fait des investissements très lourds dans le secteur public. On a aidé les industriels qui voulaient se diriger dans cette région. Bien sûr, ça ne s'est pas fait d'un jour à l'autre, mais petit à petit, le résultat est venu. Et si chaque année l'Italie fait des progrès, on constate que dans la partie sud, les progrès sont toujours un peu plus élevés que dans la partie nord, de sorte que l'écart diminue entre ces deux. Eh bien, voilà l'exemple d'un objectif poursuivi avec continuité, avec obstination, d'une manière logique et cohérente, et voilà ce que malheureusement nous n'avons pas fait en France. Est-ce que ça ne nous amènera pas à créer une banque nationale d'investissement? Attendez, oui, une banque, je crois en effet qu'il faut qu'il y ait quelque part un état-major financier de manière à concentrer le maximum d'efforts. D'ailleurs, ça existe en Italie et en Angleterre. En Italie et en Angleterre, par des procédures d'ailleurs différentes, oui. Mais c'est intéressant comme précédent. En Italie et en Angleterre, on a créé des institutions qui ont justement pour effet, aussi bien pour le secteur nationalisé que pour les activités privées, de s'employer à obtenir une coordination et une cohérence qui malheureusement nous a toujours manqué en France. Je voudrais dire quelque chose de plus, n'est-ce pas? Je crois qu'il faudrait qu'on sache, lorsque des activités prioritaires, enfin ces objectifs dont nous parlions tout à l'heure sont déterminés, eh bien, tous ceux qui travaillent dans ce sens, tous ceux dont l'activité indépendante, libre, ou à plus forte raison nationalisée, va dans ce sens, seront aidés, recevront des bonifications d'intérêt, des ouvertures de crédit, etc., des avantages fiscaux. Et qu'au contraire, il y aura une espèce de freinage à l'égard des activités qui risquent de contrarier la poursuite des objectifs. Je crois que si on agissait ainsi, on aurait quelque chose de beaucoup plus ordonné que ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. À vrai dire, ce que nous avons connu n'est pas tellement surprenant. En réalité, la philosophie du pouvoir, tel qu'il a été exercé dans ces dernières années, a été une philosophie de déplanification. À tel point qu'on a démantelé des systèmes qui avaient pour effet d'orienter les investissements et les épargnes, le financement, qui allaient autrefois dans le sens du plan. On leur a laissé une beaucoup plus grande liberté. Et le résultat, vous l'avez vu par exemple, l'exemple est spectaculaire, en matière de logement, ou alors on a vu une floraison extraordinaire de la construction de logements de luxe, et au contraire, le piétinement et quelquefois même le ralentissement de la construction de logements populaires. Mais Gaston Defferre, pour cette politique difficile que nous propose Pierre Mendès France, difficile même à exposer, car nos téléspectateurs doivent nous trouver arides, pour cette politique, vous ne croyez pas qu'il faut un effort presque gigantesque de formation et d'information des Français? Vous avez tout à fait raison, Roger Prioret. Il faut un effort considérable de formation, comme vous le dites, formation des esprits, et par conséquent d'information. Or, vous ferez sourire les Français
si on rappelait ce qui s'est passé depuis 11 ans dans ce domaine. Nous, notre volonté, c'est de donner une formation et une information non seulement générale, mais sur le plan économique en particulier. Et car dès le lycée, dès l'école même, il faut que les jeunes apprennent les rudiments de ce que sera l'économie. Il faut qu'ils comprennent ces problèmes et que, quand ils sont adultes, ils soient facilement accessibles pour eux. Et je voudrais ajouter autre chose. Cette formation, cette information, elle peut passer à travers des organismes qui existent, les syndicats, et en particulier les syndicats ouvriers. Mais pour cela, il faut que ces syndicats soient puissants, qu'ils aient des adhérents nombreux, qu'ils soient vraiment représentatifs de la classe ouvrière. Alors, on pourra parler d'une démocratie économique et même d'une démocratie sociale. Et pas seulement des syndicats au sommet, mais aussi des syndicats à la base, dans le cadre de l'entreprise. Il faut que les délégués syndicaux soient respectés, qu'ils aient le sentiment de leur dignité, qu'on ne puisse pas prendre contre eux des mesures qui puissent les brimer quand on n'est pas satisfait de ce qu'ils font ou de la façon dont ils militent. C'est une chose vraiment indispensable. Oui, mais alors je reviens à cette politique industrielle que nous avons tenté d'esquisser. Le but de l'industrie, c'est de créer évidemment des biens de consommation, mais c'est aussi de créer de l'emploi. Or, je suis frappé du fait que le nombre global des personnes employées par l'industrie stagne en France depuis quelques années. C'est vrai. Depuis quelques années, la France est le seul pays industriel dans lequel la proportion de la population des travailleurs industriels n'a pas progressé. Alors là, il y a quelque chose qui montre bien la faiblesse de la politique suivie. Au contraire, une politique active, comme celle que nous venons d'esquisser à grands traits, doit fournir plus de travail, plus d'emplois, produire, comme vous l'avez dit, plus de richesses, et en même temps donner aux travailleurs une sécurité qui leur manque en ce moment, parce qu'ils sentent toujours, même quand il n'y a pas trop de chômage, la menace d'un chômage qui pourrait à chaque instant les assujettir. C'est un problème spécialement important pour les jeunes. Combien nous connaissons de jeunes qui débouchent pour la première fois sur le marché du travail et qui ne sont pas sûrs de trouver un emploi ou un métier. Et à supposer qu'ils en trouvent un, c'est quelquefois un travail médiocre, qui n'est pas celui qu'ils avaient ambitionné. Des jeunes gens qui ont eu un CAP, un brevet industriel, qui ont travaillé pendant des années pour être prêts à un certain métier, et qui, le jour venu, ne trouvent pas le travail correspondant et sont obligés de se contenter d'emplois improductifs qui sont décourageants et démoralisants, humiliants quelquefois pour eux. Par conséquent, une grande activité, une prospérité continue dans les industries les plus modernes et les plus actives doit fournir une réponse à toutes ces aliénations dont souffrent les travailleurs. Et puis, plus tard, aussi bien pour les jeunes d'ailleurs que pour les adultes, il y a le problème d'éducation permanente. Lorsqu'un homme commence son métier aujourd'hui, quand il est jeune encore, il ne sait pas si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il pourra continuer à faire le même travail parce que la technologie moderne va très vite, se transforme très vite. Eh bien, il faut qu'au cours de sa vie de travailleur, il puisse se transformer, s'adapter, acquérir une promotion, apprendre une technique plus avancée. Et pour cela, il est donc indispensable qu'il existe un grand système d'éducation permanente qui, pour le moment, nous fait complètement défaut. Par exemple, il faut que l'électricien de la cimenterie apprenne le métier d'électronicien. Exactement, et c'est vrai dans toutes les catégories, et c'est vrai dans toutes les professions. Le reclassement, la reconversion dans certains cas, la promotion dans tous les cas, doivent être à la disposition de tous ceux qui veulent se défendre contre les aléas et les difficultés de la vie. Et alors ce travail d'éducation, de formation, d'information dont on parlait tout à l'heure de faire, d'éducation permanente, tout ça, ça doit être harmonisé avec le développement industriel. Nous parlions de cohérence, nous parlions d'unité de la politique. Tout cela doit être fait en même temps, comme d'ailleurs la politique du logement. Il faut développer la construction de logements là où précisément on veut que se développent des pôles industriels, des pôles d'enrichissement de la collectivité. Eh bien là maintenant, de faire conclure. Oui, nous avons parlé de cohérence, et je voudrais prendre ce mot au sens le plus élevé du terme. Pour nous, hommes de gauche,
nous démocrates, nous socialistes, il ne suffit pas d'une démocratie politique qui garantisse les libertés individuelles et les libertés collectives. Il faut aussi une démocratie économique, car c'est la condition du développement d'une nation à l'époque où nous vivons. Et nous sommes ambitieux pour notre pays. Nous voulons que la France connaisse un avenir de prospérité et de paix.